Oui. Ah d'accord, ok, très bien. Merci, merci, cher frère éclaireur, merci à toute la classe PPV. Cher frère éclaireur, merci infiniment à vous de tous les efforts que vous fournissez. Merci, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Merci, Madame la Première Dame, Madame Ouattara Dominique. Merci à tous les Ivoiriens qui œuvrent pour l'évolution, le développement et la paix dans ce pays, dans ce très beau pays. D'abord, je vais commencer à présenter nos condoléances à nos EPV de l'Angleterre qui viennent de perdre leur reine. Oui, il faut aussi compatir à leur douleur parce que c'est leur deuxième pays. Et grâce à ce pays qui est leur pays d'accueil, nous sommes solidaires aux douleurs qu'ils ressentent en ce moment. Que son âme repose en paix. La reine Elisabeth II, je vais dire. Et après cela, monsieur cher frère éclaireur, je vais remercier notre frère aîné, Ahmad Kiki, qui nous a laissé un audio. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui nous envoie des audios pour nous remercier. Et donc, bien évidemment, on doit lui retourner sur si cher aîné Amadou Kiki, pour avoir pensé à nous ce soir. Après ces remerciements, je vais en tout cas parler de l'audio des frères guinéens pour l'option d'achat qu'ils nous proposent. À savoir, ils souhaiteraient, nous en tout cas, nous acheter notre président. Cet audio, franchement, je remercie les auteurs. Je remercie les auteurs. Sauf que nous, notre président n'est pas acheté. Vous voyez, malheureusement, nous, on ne peut pas vous le vendre. Mais en même temps, je remercie ces auteurs qui sont des Africains comme nous, qui enfin réalisent, qui sont des voisins des Africains comme nous, qui réalisent que oui, il y a un Africain qui fait du beau travail. Pourquoi ils n'ont pas cité autre président que le nôtre? Parce qu'ils voient l'immense travail abattu par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ils voient combien de fois sa femme a investi dans l'autonomisation des femmes à travers les FAPSI. Et voyez tout ce grand chantier. Sinon, il y a d'autres présidents en Afrique, mais ils ont choisi et ils veulent le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Bravo, mes chers frères guinéens. Vous, au moins, vous, Africains, vous, voisins, vous, frères, pays frères, vous comprenez la réalité. Vous voyez la réalité. Vous êtes sur la vérité. Si on veut vous comparer à d'autres pays voisins, malheureusement, qui ont certainement perdu le chemin de la vérité, le chemin de l'évolution, à ceux-là, je vais faire référence au Mali, juste à côté, qu'ils ont certainement 20 ans devant eux. Parce que quand les Russes viennent chez vous, ne pensez pas qu'ils vont aller dans 6 mois. Donc, les frères, en tout cas les voisins maliens, le retour aux urnes, ce n'est pas pour demain. Il faut qu'ils apprennent à vivre avec les Russes dès maintenant. Parce que le programme qu'on leur peut-être déroule comme quoi ils vont faire du nettoyage, malheureusement, c'est le contraire qui se produit. On l'a déjà dit ici. Vous l'avez maintes fois mis les preuves. Le Mali aujourd'hui a perdu la grande partie. Il n'y a qu'une petite partie. Vous comprenez que leur départ, ce n'est pas pour aujourd'hui ni demain. Et donc, je vais revenir aux frères, en tout cas guinéens, pour les remercier infiniment de tout ce qu'ils ont vu de bien en Côte d'Ivoire et qui veulent finalement nous voler la vedette. C'est très très bien.
cette réflexion et que je souhaiterais que ça rentre dans les oreilles de certains déchets dont la France ne sait quoi faire et dont la Suisse aussi ne sait quoi faire. Je vais faire référence à un certain déni, parce qu'il n'est même pas à moitié, et il n'est même pas entier. Un certain, sinon, son vrai nom, Kémy Séba. Vous voyez ce que les frères guinéens affirment aujourd'hui, c'est totalement l'opposé de ce que ce déchet que la France a fabriqué pense. Oui, merci, chers frères guinéens. Maintenant, chers frères éclaireurs, je vais maintenant me prononcer légèrement sur le retour de Marie Toiteuse. Oui, malheureusement, lui-même, il s'est mis dans l'orphelinat. Il s'est mis dans l'orphelinat. Pendant que tu es ministre quelque part, il a choisi d'être président de l'Assemblée nationale avec une proposition, c'était une proposition et rien n'était sûr à la clé. Bon, quand vous voyez des gens qui réfléchissent de la sorte, vous comprenez que là, on a encore de gros soucis à se faire. Il revient, on ne va pas lui fermer la porte, parce que aussi le président de la République le veut. Il veut qu'il réintègre la famille. Il n'y a pas de souci. On espère que cette fois-ci, il aura fini de suivre les glaces et qu'il va se stabiliser. Donc, en tout cas, pour ma part, je ne vais pas trop développer là-dessus. Je vais terminer par l'affaire Pluchéry Balé, qui a finalement un nouveau avocat, en la personne de Laurent Gbagbo. Vous voyez que finalement, Laurent Gbagbo se moque de la justice. Il se moque de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il force cette justice. Il est en train de forcer le pays. Quelqu'un qui est en sursis a finalement... Quelqu'un qui est en sursis et commet encore des infractions extrêmement graves. Oui, quand on vend son pays, quand on dénigre son pays, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il laisse à faire? Non, c'est une trahison et ce n'est même pas une trahison, c'est une haute trahison. Parce que les thèmes pèsent en justice et c'est une haute trahison. Il n'y a pas d'autre. Vous voulez qu'on la mette où? Son chemin, c'est la prison. Elle-même, elle a dit, elle n'a pas peur de la prison. Alors, cet avocat de Laurent Gbagbo, je ne sais pas qu'est-ce que lui, il veut. Ton client dit que lui, ton client dit qu'il n'a pas peur de la prison. Toi, tu dis non, et on ne doit pas la mettre en prison. Vous voyez? Donc, je ne comprends pas comment un avocat comme Laurent Gbagbo peut défendre un tel client. Donc, Pluchéry Balé avait dépassé les bornes. Et bien évidemment, bien entendu, la justice fera son rôle. La justice jouera son rôle. Lui-même, quand il était candidat en 2010, c'est ce qu'il avait souhaité, que la justice doit jouer pleinement son rôle. On se souvient encore, et merci, chers frères éclaireurs, d'avoir mis encore ça en ligne, le débat entre lui et le président de la République, d'alors candidat du RDR. Tous les deux en avaient parlé de la justice. Parce que la justice est très importante pour, en tout cas, l'accueil pour les investisseurs. Un pays où il y a trop de corruption, où la justice fonctionne mal, n'attire forcément pas les investisseurs. Et donc, je vais faire un clin d'œil encore une fois, malheureusement, à Simone Gbagbo qui disait qu'on ne mange pas la macroéconomie. Dans une atmosphère, dans un pays où il n'y a pas de justice, où la corruption a atteint un haut sommet, vous comprenez très très bien, où l'environnement des investissements n'est pas favorable, bien évidemment, les gens ne viendront pas investir, et s'ils ne viennent pas investir, vous comprenez que c'est des entreprises qui ne seront pas créées. Un investissement, donc, quand les investisseurs viennent chez vous, ce n'est pas pour venir regarder, comment dirais-je, la mer à Port-Boué, ni même aller en villégiature à Bassam. L'investissement, ils viennent avec
des ressources pour pouvoir en tout cas créer de l'emploi. Et donc, celle qui dit qu'on ne mange pas la macro, on va lui répéter encore que seuls les investisseurs vont créer des entreprises et donc ce qui sera bien évidemment dans l'intérêt des consommateurs. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Ce soir, si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute en disant merci à toute la classe pour tout ce que vous, tout le monde, pour tout ce que vous faites. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup, cher frère, pour tout ce que vous avez dit et surtout la marque de respect que vous avez accordée à la reine. Et tu sais, on est tous dans un processus où on a tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi il faut toujours prier pour que Dieu accorde sa grâce à chacun d'entre nous, que nous soyons vivants ou morts, parce qu'on en a tous besoin. Et tu as aussi parlé du problème du président. Malheureusement, nous-mêmes encore avons tellement besoin du président. Mais moi, je peux trouver une autre stratégie. Il suffit que la Guinée devienne un partenaire correct. Alassane Ouattara va lui accorder son expertise, comme il le fait avec beaucoup d'autres pays dans le monde. Mais seulement, il faut que ce soit dans le cadre légal. Parce que Alassane Ouattara ne peut pas accorder son expertise à un pays et demander aux investisseurs de venir investir dans le vide sans cadre juridique légal. Et c'est ce qu'il avait toujours conseillé à l'ancien président guinéen. Dis sois calme, reste tranquille. Arrête de jouer les vadrouillards. Et je vais t'aider à développer. Allez demander à l'ancien président qui a été enlevé par coup d'État. Allez lui demander, est-ce que Alassane Ouattara ne lui a pas dit, c'est pas en criant, c'est pas en faisant les discours à la guerrière. Calme-toi, je vais t'aider. Bien sûr. Mais comme c'est des gens, voilà, comme c'est des gens qui, comme ils le disent, eux, faire la politique, c'est être dans les grands mots, impressionner les gens. Donc vous avez vu comment il a fini. Alors que la sagesse aime toujours le silence. Mais surtout l'ordre. C'est vraiment très important. Et donc, vraiment, merci d'avoir fait ressortir ces points-là. Et je crois que Pulchérik Balé ne se trouve pas dans 10 endroits. Elle a la Maca. Si vraiment ceux qui veulent libérer Pulchérik Balé, là, allez à la Maca et puis vous la libérez, c'est tout. Sinon, trop parler sur Internet, là, ça ne rend pas quelqu'un garçon. Et vous êtes à Abidjan là-bas. Allez la libérer, c'est de ça qu'il est question. Sinon, tout le reste, c'est de Vuvuzela. Elle sera régulièrement jugée. Et pour les actes, moi-même qui ne suis pas un avocat, je peux analyser et comprendre les crimes qu'elle a commis. Elle sera très lourdement sanctionnée avec une peine de prison. Et ce que j'ai dit, il faut que cette association-là soit dissoute pour activité subversive, puisque c'est au nom de l'ACI qu'elle est sortie pour faire ça. Il faut que l'ACI soit dissoute en tant qu'organisation. Et deux, elle-même là, il faut que dans sa sentence, comme c'est une récidiviste, une âme qui ne veut pas se repentir, elle aime tuer, voir le désordre en Côte d'Ivoire, si on la remet au centre de détention pénitentiaire, je crois qu'il faut ajouter la mention que son cas, c'est irréversible. Si on a mis 10 ans, c'est 10 ans. Si on a mis 20 ans, c'est 20 ans. Si on a mis 15 ans, c'est 15 ans. C'est très important pour nous. Si le gouvernement ivoirien n'arrive pas pour cette fois à frapper les consciences, pour qu'on comprenne qu'en Côte d'Ivoire, le désordre, là, il y a un temps. Le temps du désordre, c'était le temps de Laurent Gbagbo et de Didier. Mais le temps de Ouattara, là, est-ce que vous le voyez faire des discours n'importe comment? C'est le temps du silence. C'est le temps de se remettre en question soi-même pour trouver un sens à son existence. Et donc, on n'a pas besoin de beaucoup de bruit. Si ce que Ouattara fait n'est pas bien, là, sortez et décriez. Si nous, on voit ce qui n'est pas bien là, on va décrier aussi. Et à la différence de vous autres, nous, on critique le régime Ouattara ici pour ce qui n'est pas bien. Mais est-ce que vous aviez accepté un jour de critiquer les crimes que Laurent Gbagbo commettait? Est-ce que vous avez été capable de lui dire d'arrêter de tuer les gens du Nord? Est-ce que vous avez été capable de lui dire d'arrêter de tuer nos frères Bété qui s'étaient joints à la rébellion? Est-ce que vous lui avez dit d'arrêter la corruption quand il vous disait que sachez que lorsqu'on vient au pouvoir, on peut voler? Voilà ce que Laurent Gbagbo avait fait de la Côte d'Ivoire, tout comme Henri Konaté. Et donc, vous êtes très mal placé pour faire des leçons de droit de l'homme à qui que ce soit. Et si encore on n'avait pas connu votre gestion, on aurait pu vous accorder le crédit de doute. Mais tout le monde vous connaît,
on vous lit comme des livres ouverts ce qui est mieux pour vous quand on vous prend la main dans le sac sur des actes de turpitude et d'iniquité absolue, vous la fermez. Si l'État actuel de la Côte d'Ivoire ne juge pas plus Chérif Balé et veut rentrer dans des considérations du genre réconciliation, il faut savoir que nous, on ne va pas lui, on ne lui sera pas tendre. Et on va lui faire comprendre que c'est plutôt un état de désordre qu'on est en train de créer et qu'il faut s'attendre au pire, comme ce que Laurent Gbagbo veut enseigner. C'est lui qui aime parler du passé. Mais si on doit parler du passé, c'est encore chose intéressante. Tout le monde, toute personne qui se respecte aura honte de comparer la gestion Ouattara à la gestion combinée de Laurent Gbagbo et de Bédié. Il dit toute personne qui se respecte. C'est déjà une honte. Mais la chose la pire, si on est obligé de faire une comparaison, faites ressortir les bonnes choses que tous les Ivoiriens reconnaissent et qu'ils ne peuvent pas contester. Faites ressortir 3. Je n'ai pas dit 4, 5, 6. Faites ressortir 3 bonnes choses. L'époque combinée de Laurent Gbagbo et de Bédié, faites ressortir 3 bonnes choses que tous les Ivoiriens ne peuvent pas contester. Les universités, là, on vous l'a dit, il y a 8 universités en Côte d'Ivoire. 7 ont été construites par Alassane Ouattara. Est-ce qu'on doit demander aux Ivoiriens s'ils ont mis ou pas? Non. Les hôpitaux qui sont construits là, comptons. Il y a combien qui ont été construits par Ouattara? Les 3 quarts ont été construits par Ouattara. Les routes, tellement il fait route, on l'appelle Monsieur Goudron. Tu aimes ou tu n'aimes pas où? Tu vas passer sur route là. C'est de cela quand on parle de gestion, c'est de cela qu'on parle. Ah non, quand on était là, non, 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 non. Vous avez été là, vous avez laissé quoi? Vous avez fait quoi? C'est de ça qu'on est là. Et nous là, c'est parce qu'on est dans le concret. Et c'est parce que Alassane Ouattara, partout où on ira, même après le pouvoir, on dira c'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a obtenu ceci ou cela. Et c'est ça notre plus grande fierté. Là où vous, des vauriens, des médiocres, des défaillants, n'avez pas réussi à faire un hôpital, étiez en train de voler l'argent et à créer le désordre pour cacher vos lacunes et vos médiocrités, Alassane Ouattara, lui, il a travaillé pour les Ivoiriens. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, les faits sont implacables. Et c'est notre plus grande satisfaction. Merci beaucoup, cher frère. Je vous remercie. Donc, vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup, pareil. Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère. Oui. Comme je suis dans le transport, je vais poser rapidement ma question. Il n'y a pas de problème. Et puis, je vais mettre sur mieux. Il n'y a pas de problème. Cher frère, vraiment, qu'est-ce qu'il faut penser du retour de ce Maverick Wakus-là? Parce qu'après avoir blessé les militants, qu'est-ce que nous devons faire pour ne plus que ce genre de choses-là arrivent dans le parti? Okay. Et donc, pour répondre rapidement à votre question, je crois que la réponse se trouvait déjà dans l'article que j'ai lu et le commentaire que j'en ai fait. Il n'y a rien à attendre. Le vrai bénéfice qu'on doit attendre de ce monsieur-là, c'est qu'on va l'utiliser comme un élément géopolitique local pour convaincre nos parents de l'Ouest, en plus du développement de Alassane Ouattara, de rester fidèle à la politique du développement, à la politique de la croissance individuelle comme globale. C'est tout. Ce que je dis en français simple, qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui se reconnaissent en lui. À travers lui, c'est ces voies-là qu'on veut capturer dans l'Ouest. Sinon, à part ça, on n'a rien à faire avec lui. Pourquoi on n'a rien à faire avec lui? Parce que les gens qui ont été tués sous leur ordre, eux, ils sont restés militants RHDP. Qu'est-ce que lui, Mabry, une fois revenu au RHDP, qu'est-ce qu'il peut leur dire et puis ils vont l'écouter? Ah, mais toi, tu as tué nos parents. Tu es revenu, c'est Alassane Ouattara qui t'a accepté. On sait que c'est pour des raisons politiques, c'est vrai. Mais après ça, tu vas nous dire quoi qui va nous impressionner? Ça ne peut pas réveiller nos parents. Et ça, c'est des choses qui ne pourront jamais changer. Et malheureusement, c'est de cela que je parlais hier
il faut qu'on fasse la politique différemment en imposant un minimum de valeur morale aux politiciens. Une vie humaine est trop chère. Une vie humaine est trop précieuse. Une vie humaine, c'est l'histoire de plusieurs réalités. Une vie humaine n'est pas simplement une vie humaine. C'est aussi le résultat de l'espoir entre un homme et une femme. C'est aussi l'histoire de toute une vie quand on a élevé cette petite plante qui est devenue une femme ou un homme. Une vie, c'est aussi une vie qui va procréer et qui aurait pu procréer des Alassane Ouattara, mais qu'on a eu à détruire parce que je m'appelais Mabri, parce que je m'appelais Bédié, parce que je m'appelais Laurent Gbagbo, parce que je m'appelais Soroguium. Je vais les détruire et je vais fermer la porte à ces personnes et à d'autres destins qui auraient pu naître à partir de ces personnes. Et c'est ça qui est triste dans la politique ivoirienne. Chers frères, voyez-vous, si dans notre politique, les populations n'étaient pas prises en otage et chaque fois tuées, il y a très peu de personnes qui se seraient intéressées à la politique en Côte d'Ivoire. Parce que faire la politique en Côte d'Ivoire est un jeu qui est non seulement malsain, mais c'est un jeu qui fait honte. Quand toi tu dis que tu aimes ton peuple, mais tu utilises ce peuple-là et tu souhaites sa mort pour atteindre des ambitions individuelles, comme le font Bédié Gbagbo et Soroguium. Dans aucun pays, vous ne verrez cela. Et malheureusement, c'est ces qualités-là qu'il faut enseigner dans la politique. Si tu es vraiment sûr de ton fait, viens-en à ta capacité de convaincre les Ivoiriens. Viens-en à ta capacité de transformer. Viens-en à ta capacité d'apporter la paix, la stabilité et le développement. C'est tout. Après le reste là, c'est des détails. Malheureusement, notre politique est toujours cloîtrée dans les petits calculs et c'est ça qui donne les résultats comme les Mabri, qui lui-même il est revenu. C'est pourquoi il ne pouvait pas imposer des conditions. C'est parce qu'il n'a aucune valeur. Il n'a aucun crédit qui puisse amener les autres à le respecter. C'est pourquoi il ne peut pas imposer de règles. Et il est obligé de tout accepter. Et malheureusement, ça sera la même chose. C'est ce que je peux dire. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais pourquoi on ne profite pas en même temps de cette situation afin de pouvoir dissoudre le parti des personnes qui ont décidé de partir et qui décident de revenir? Non, mais c'est ce que le président a fait. Et c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que l'article même dit. Il voulait une cohabitation. Et le président lui a dit non. Tu reviens, et j'ai insisté dessus en prenant l'exemple du sel et de la sauce. Tu te mets dans le RHDP, tu te fonds là-dedans. Le président était clair, en tout cas à la lumière de l'article de Jeune Afrique que j'ai lu. Et avant de réinterpréter, en expliquant, c'est clair. Il n'est pas venu en tant que UDPCI. Ça au moins, sauf si moi je me trompe, mais si vous reprenez l'article que j'ai lu, il n'est pas venu en tant que UDPCI, il est venu pour se fondre dans le RHDP. Maintenant, la dernière question. C'est frère, depuis un certain moment, nous assistons à l'ouverture du débat sur les religions en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui de l'ouverture du débat, et ainsi qu'au niveau, et aussi le niveau même des débatteurs sur la religion en Côte d'Ivoire? Vous savez, les religions sont d'abord des facteurs de société. Et vous-même là, chaque fois que vous voyez ici, je profite pour essayer de naviguer un peu entre les religions. En réalité, même être un athée, quand tu dis que Dieu n'existe pas, c'est une manière de dire qu'il existe. Parce que toute chose qui n'a pas de nom ne peut pas être citée et est au-delà de notre compréhension. Mais quand tu arrives à identifier quelque chose et à questionner son existence, c'est que tu prouves de la même manière qu'il a pu exister aussi. Et donc, la question que tu poses est essentielle. Est-ce qu'on peut vivre sans croire? Je ne crois pas. Même les Occidentaux qui disent qu'ils sont cartésiens, ici en Occident, quand un simple miroir se casse, on dit que c'est un signe de malheur. Mais en quoi est-ce qu'ils croient pour dire ça? Nous, par exemple, Africains, nous, on ne croit même pas en ça. Si tu veux, il faut casser 1000 miroirs, nous, ça ne nous intéresse pas. Et donc, chers Africains, ne soyez pas frustrés quand vous croyez en quelque chose d'autre et qu'on vous dise animiste ou mais ça. Chacun est libre de croire en quelque chose. Et c'est pourquoi, je crois que c'est la sourate 109, Dieu nous dit à chacun sa religion. Lakum dinikum waliyadin. Sourate al-Kafirun, si je ne me trompe.
Mais quand on parlait de religion, on ne parlait pas on parlait des féticheurs, des polythéistes, des idolâtres. Et on dit chacun est libre de croire en ce en quoi il veut croire. Et donc, il faut éviter d'être hypocrite. Quand l'islam n'avait pas de force, vous dites non, chacun peut croire en sa religion. Mais quand l'islam est devenu forte, non, il faut imposer la charia. Non, non, non. Ça, ce n'est pas un Dieu sérieux. Le Dieu du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, dit, tout comme le Dieu de Jésus, laissez chacun faire ce qu'il veut faire. De la manière que je condamne les Occidentaux qui veulent vilipender nos religions africaines, des religions primitives, mais est-ce que ce n'est pas primitif de croire à une glace cassée? Ah, le miroir est cassé, donc ça veut dire qu'il y a un signe de malheur. Ça aussi, c'est un aspect primitif. Il n'y a aucune croyance qui soit primitive. L'être humain est naturellement croyant. On croit en quelque chose. C'est comme ça qu'on est créé. Et donc, c'est totalement normal. On ne parle pas aujourd'hui simplement de religion. On a toujours parlé de religion en Côte d'Ivoire. Quand je me souviens des émissions Allah Akbar, ou que je me souviens des émissions des dimanches pour les chrétiens. Mais en même temps, il faut permettre aussi aux communs, aux féticheurs, aux autres, de faire aussi leurs émissions. C'est des Ivoiriens. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté. Et donc, ça n'a pas été un fait nouveau. Seulement qu'on a cloîtré nous-mêmes les religions en voulant canaliser la conscience entre les religions venues de l'étranger, c'est-à-dire l'islam et le christianisme. Parce que, chers Africains, nos ancêtres n'étaient pas musulmans ou chrétiens. Encore moins juifs et autres. Donc, pourquoi avoir honte de ce qu'ils ont été? Je n'ai pas dit de suivre. Mais je dis que si on dit qu'on veut que tout le monde s'exprime, il faut véritablement que tout le monde s'exprime. Et donc, c'est la forme dans laquelle les gens expriment leur position religieuse qui a changé. Sinon, la Côte d'Ivoire, on a toujours parlé des religions. Mais en minimisant aussi d'autres religions aussi. Comme l'animisme, comme les communs et autres. Et donc, moi, je suis totalement pour. Parce que je préfère aujourd'hui qu'on me parle du Christ. Je préfère aujourd'hui que quelqu'un qui n'a même pas le niveau CEP vienne me parler du Christ. Parce qu'en réalité, la foi n'a pas besoin d'un diplôme. Sinon, je vous aurais demandé quel est le diplôme du prophète de l'islam. Lui-même qui est caractérisé comme le prophète illettré. On dit le prophète illettré. On n'a pas dit le prophète insensé. On n'a pas dit le prophète ignorant. Un illettré, c'est celui qui ne sait pas lire et écrire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Mais après ça, savoir lire et écrire, là, tu peux être un homme sage. Tu peux être un homme voyant. Tu peux être un homme croyant. C'est très important. Quel est le diplôme de Jésus? Quel est le diplôme de Moïse? Quel est le diplôme du prophète Sali? Quel est le diplôme de beaucoup d'autres prophètes que vous connaissez? Ils n'en ont jamais eu. Donc, ce n'est pas le niveau de celui qui nous parle qui est important. Parce que ça me fait penser à Gédéon, ou bien même peut-être au petit groupe de musulmans qui parlent souvent, les amis de moi, de l'autre, du Congolais là. Abdul Majid. Voilà, les gens d'Abdul Majid. C'est des efforts qu'ils font. Et c'est des efforts dans le bon sens. Quand tu regardes ces jeunes gens, et puis tu regardes les émissions de la bêtise humaine sur nos télévisions, mais moi j'aurais vite fait d'écouter Gédéon, ou même de suivre les gens d'Abdul Majid, ou même de regarder un dessin animé, que d'écouter une émission de coach Amon Kavia, ou bien de regarder une émission où on enseigne comment il faut violer une femme, ou bien de montrer une émission comment il faut encourager l'homosexualité. Donc, je dis que ces jeunes gens, quelle que soit leur religion, s'ils sont là pour défendre des valeurs qui soient justes et qui sont honnêtes, moi je ne questionne pas la religion, je questionne plutôt la valeur morale qu'ils sont en train de défendre et je suis avec eux et je les soutiens. C'est ce que j'allais dire. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup, merci. Donc, j'ai libéré l'antenne. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée.
Alors, bonsoir mon grand maître. Bonsoir le grand maître Yann, comment ça va? Ça va bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Et la famille? La famille va bien, et de ton côté? Oui, ça va, ça Dieu va. merci, Dieu merci. Ça va. Ok. Ben, merci beaucoup, merci. J'ai dit bonsoir à toute la belle classe. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Je souhaite un très bon vendredi à tout le monde. Et vraiment que le tout miséricordieux, celui qui ne subsiste que par lui-même, nous compte de ses grâces, nous compte de sa miséricorde infinie, et vraiment nous protège notre pays, et protège notre bien-aimé, notre cher président, notre papa adoré, que lui donne une longue vie, une bonne santé, et qu'il continue vraiment de le mettre au-dessus de ses ennemis. Plus ses ennemis deviennent nombreux, que le Seigneur encore le fortifie de plus, pour que vraiment ces ennemis-là vivent longtemps, pour voir toutes ces œuvres se matérialiser devant eux. Mais ce soir, j'aimerais donner mon point de vue sur la situation politique avec le retour de Mabry Touakeus au RHDP. J'aimerais savoir déjà si c'est une alliance ou si c'est une fusion de son parti déjà au sein du RHDP. C'est-à-dire que Mabry Touakeus, il vient en tant que cadre, non pas de l'UDPCI, mais il vient en tant que cadre du RHDP. C'est la première question déjà que j'aimerais te poser, savoir si tu as plus d'informations là-dessus. Oui, c'est ce que j'avais déjà dit à l'autre. D'accord. Il vient en se dissolvant dans le RHDP. Très bien. En tout cas, sur la lumière de ce que l'article de Jeune Afrique que j'ai lu nous disait, lui voulait une collaboration, une cohabitation, mais le président lui a dit non. D'accord. Tu te fonds dedans. Et donc, normalement, on ne devrait même plus parler du PDCI, du DPCI. Voilà, ok. UDPCI, ok. Bah, je pose cette question, mon grand oncle, parce que, tu sais, heureusement, on a encore la mémoire fraîche avec ce qui s'est passé en 2020, lorsqu'il a fait la fronde pendant le congrès du parti, qui a choisi feu le président, le premier ministre Amadou Bon comme candidat du RHDP. Parce que, vous savez, ces opposants-là, ils ne changent pas dans leur stratégie. Et pour moi, sa venue au RHDP reste pour moi un non-événement. On a appris avec toi que celui qui a trahi une fois, il trahira une seconde fois. Un traître reste un traître. Parce que c'est vraiment congénital même à sa nature. Moi, je me méfie, même si il dissout son parti au sein du RHDP, il est capable encore, à l'approche des élections, de revenir encore, de démissionner du parti pour rejoindre encore cette opposition. Ça peut être aussi une stratégie politique. Il vient au RHDP pour venir encore prendre des informations ou pour affaiblir même le RHDP à l'intérieur, pour créer une certaine implosion. Parce que M. Mabry Touakeus n'a jamais pesé dans la politique, c'est pas un poids lourd de la politique, même au niveau de sa région. C'est pas quelqu'un qui a une influence, faut le dire. Donc je pense que c'est par plus stratégie, je veux dire, par pur intérêt. Bon, ça c'est normal quand je parle d'intérêt, mais je veux dire, il pense qu'à lui quand il revient au RHDP. Donc pour moi, ça reste un non-événement, il faut quand même s'en méfier. Et sur ce plan-là, je compte vraiment sur la stratégie politique. Là, je parle uniquement que de la politique, sur la stratégie de notre grand guide, pour pouvoir vraiment le canaliser et l'observer de près. Mais, ceux qui ont été tués grâce à leur forfaiture, et à cause, pas grâce, mais à cause de leur forfaiture, ceux qui ont été tués lorsque lui,
Il a essayé de faire rentrer les armes à travers sa région, à travers sa région. Lui qui a fomenté pour faire venir des mercenaires pour tuer encore nos pauvres populations, que deviendra la justice dans ce domaine-là? C'est ça qui est vraiment dommage. Peut-être que moi, je suis un idéaliste, peut-être que moi, je suis quelqu'un, j'aime les choses qui se, comme la plupart de nous qui sommes sur cette plateforme-là, les choses transparentes, les choses claires avec la sincérité et l'intégrité et la rigueur. Je n'arrive pas à comprendre qu'on peut, pour des calculs politiques, pour des deals politiques, passer sous silence tout cela. La justice ne doit plus être instrumentalisée par la politique ou par les hommes politiques. Malheureusement, une fois de plus encore, on donne un blanc-seing à ces personnes-là qui font la pluie et le beau temps, qui sont capables de faire tuer des populations, mais comme ils sont dans l'arène politique, ils deviennent des intouchables. Ils deviennent des intouchables. Et c'est dommage, c'est dommage. Doit-on faire tous de la politique pour pouvoir bénéficier de toutes ces faveurs, de toutes ces grâces? Oui, vraiment c'est une question, moi, pour moi c'est gênant, c'est vraiment gênant, parce que nous on idéalise notre grand maître. Il n'est pas parfait, c'est un être humain, mais nous on le met au-dessus du lot. Pourquoi ces personnes-là ne sont pas jugées pour que cela serve une bonne fois pour toutes d'exemple? Donc, sur ce point-là, j'aimerais m'arrêter là, si tu as quelque chose à rajouter dedans, à ce que je viens de dire. Oui, mais Yann, tout naturellement, ce que tu dis, c'est totalement la vérité. Ça rentre dans le même sens de la justice. Quand tu te souviens de l'un des articles que j'ai lu en question d'autoritarisme ou d'autorité, si on veut. C'est ça. Est-ce que tu peux être un père de famille si tu n'as pas d'autorité? Non, c'est pas possible. Et donc, l'autorité suppose toujours qu'il faut contraindre ce que tu gouvernes vers un schéma. Mais si on prend tout le monde et qu'on pardonne tout, on devient une société permissive et donc liberticide. Et dans ces conditions-là, les plus forts ou les plus influents peuvent tuer les plus faibles à leur guise, mais on continue toujours d'aller. C'est un mauvais signal. Parce que quand on regarde l'histoire de l'Europe, la révolte du prolétariat, tu te souviens en Europe, oui. Où les pauvres se sont levés et disent, bon, on va tuer tous ceux qui sont riches. C'est les injustices accumulées qui font ça. C'est pas bon pour les politiciens eux-mêmes. Parce qu'un jour, quand la population va prendre réellement conscience, ça peut prendre 1000 ans, ça peut prendre 10 ans, comme ça peut prendre une semaine. Le jour que la population va comprendre que c'est son malheur, que les politiciens sont son véritable malheur, et qu'ils vont décider de faire une révolte contre les politiciens, ils ne vont pas se demander c'est RHDP, PDCI, UDPCI, RDR, FPR, PPACI. Ils vont vous faire passer à la guillotine. Et ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui, ça vous marche. Ça va jusque-là. Mais sachez que l'histoire du monde là n'est pas linéaire pour dire que non, voilà la voie, c'est fini, ça ne va pas changer. C'est dynamique. Et même aujourd'hui, les manipulations, grâce à l'Internet, les manipulations des politiciens continuent. Mais quand tu regardes l'homme africain aujourd'hui et l'homme africain d'il y a 50 ans, tu vois qu'il y a une grande différence à cause de l'accessibilité à l'information et aux nouvelles méthodes même d'acquérir l'information. Mais pose-toi la question, est-ce que dans 50 ans encore, nos petits-enfants et nos enfants, eux ne seront pas plus exigeants que nous? Absolument. Et donc, dans le processus de cette exigence-là, tout ce qui sera un frein pour répondre à leurs besoins-là, ils risquent de les enlever brutalement. Et on peut se retrouver à une crise de la révolte du prolétariat, c'est-à-dire des plus faibles, si on veut définir ça ainsi, contre vous. Et souvent, c'est des changements violents et irréversibles. Les gens vont finir avec vous détruire physiquement pour pouvoir en arriver au changement auquel ils aspirent. Il faut que nos politiciens fassent beaucoup attention à là. Oui. Bien sûr. En tout cas, il y en a déjà même chez nous dans l'aspect politique ivoirien qui méritent largement cela. Hein. Et c'est un peu ça aussi, ce comportement d'impunité là qui permet à des personnes, des vieux grigous, des vieux ratés qui sont au crépuscule de leur vie,
qui se croient encore, qui se permettent tout, des sorties hasardeuses, qui parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, des sujets de droit, simplement parce que, vous voyez, on est dans une société où on peut tout dire, tout se permettre, sans crainte, quoi, sans crainte. Lorsque ce vieux grabataire là, il se permet de parler de cette galeuse-là, mais il n'est pas censé ignorer qu'elle était en sursis, parce qu'elle avait déjà été condamnée. Mais on se permet de tenir ce genre de propos parce qu'on s'est dit, bon, de toute façon, ça ne va pas aller quelque part, comme on le dit de façon triviale chez nous. Et c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Il va falloir voilà, qu'on essaie vraiment de mettre, chacun doit être à sa place et chacun doit savoir respecter la loi et doit sentir que cette loi-là s'impose à tout le monde. Cette loi s'impose à tout le monde. Ce monsieur aujourd'hui qui se permet ce vieux attardé qui se permet de critiquer aujourd'hui la justice autant avec notre cher père. C'est dommage. Lui, on a entendu dire ici, défendez-vous, et puis quand il s'agira de la justice, on verra après. Mais je vais vous donner partout lieu, tous les moyens pour mater toute personne qui revendiquera quoi que ce soit. Vous voyez? Et ces personnes-là aujourd'hui devraient même la boucler à jamais. Mais c'est toujours les mêmes qui cherchent toujours à inciter les populations. C'est toujours les mêmes, les vieux bandits, des vieux qui ont raté toute leur existence et qui sont au crépuscule de leur vie, qui ne vivent que des reliques de leur passé de misère et qui se permettent de tenir ce genre de discours. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Il faut leur faire un rappel à la loi. Mais ils s'en foutent complètement comment on pourrait nous appeler, nous les sans-dents. Parce que pour eux, nous ne sommes rien du tout. C'est eux les hommes, nous sommes des sujets, nous sommes des objets. Et il faut que nous, on leur fasse amende honorable. Il faut que nous, on leur paye la reconnaissance au prix de notre sang versé. Quand vous voyez l'attitude de ce vieux grabataire là, c'est d'une arrogance inqualifiable. Et ça se passe sous le règne de notre grand maître. Et ça, moi, je trouve inadmissible. Lorsque lui-même, pendant son règne même, personne n'osait même porter un t-shirt même de son adversaire politique lorsque notre président était encore dans l'opposition. Et aujourd'hui, on a tué des gens, on a tué certaines personnes pour moins que ça. Et vous voyez un peu comment est-ce que c'est vraiment, c'est des gens c'est l'hôpital qui se fout de la charité. S'il ne connaît pas le sujet, qu'il se taise et qu'il la boucle à jamais, parce qu'il est en train d'aller sur un terrain glissant. Moi, je ne suis pas un homme de droit, mais je pense quand même avoir le bon sens pour dire, mais écoutez, cher vieux grabataire, la dame qui a été arrêtée, elle était en sursis, puisqu'elle avait déjà été condamnée. Je ne sais même pas si c'est ce qu'on appelle un sursis, parce que c'est un anarchiste, c'est un négateur, c'est quelqu'un qui c'est un anticonformiste, c'est un antisocial, c'est quelqu'un qui aime prospérer dans le désordre. Il prospère dans le désordre, et c'est dans le désordre parce qu'il est tellement nul, il n'est même pas capable. Dans l'ordre, il ne peut pas évoluer. Il ne peut pas évoluer. Parce que lui, je crois qu'il est dans une jungle, dans une forêt, où il faut se comporter en homme fort, il faut manipuler, et lorsqu'il voit qu'on doit faire appel à la raison, non, il vient, il veut que tout soit désordonné, comme ça il vient, il impose son dictat, et au nom même de ce désordre-là, il tire ses marrons du feu. C'est vraiment dommage que vraiment on ait encore des personnes comme ça
qui sont cités comme des modèles, comme des exemples pour des futures générations. Parce que malheureusement, il y a des personnes aujourd'hui chez nous encore qui se fient à ces gens-là. Des gens, quand tu les entends parler, ah non, mais voilà, lui, ça sort des propos mais vulgaires, des propos de bas étage, sans aucun raisonnement qui est capable même de convaincre même ceux qui sont devant eux. Non. Quand tu lui demandes, mais pourquoi tu supportes lui? Ah, ben lui c'est un patriote, lui il a dit ci, il a dit ça, mais il tient des discours vraiment. Mais comment on peut ne pas tenir ce genre de discours, des discours au rabais comme ça, quand on a des leaders comme ça, comme lui? Bon, vraiment, c'est ça qui me dérange un peu. L'impératif de justice doit s'imposer, mon grand oncle. Ça doit s'imposer par tous les moyens. Par tous les moyens. Et puis, revenons encore sur les rentes viagères. Quelle incongruté. Je veux dire, quelle insulte, quelle injure pour nos populations. En fait, je pense qu'on est en train de, même si il y a les infrastructures qui sont en train d'être faites, il y a beaucoup de choses qui sont très, très, très positives, mais je pense que le paradoxe de ce développement-là, de notre grand maître, c'est la justice. Ça reste vraiment une énigme pour nous qui ne savons plus où mettre les pieds, ni mettre la tête par rapport à ce manque de justice-là. Une justice qui est prompte à juger les pauvres, qui est prompte à juger les citoyens lambda, et qui cherche toujours à complaire, toujours à aménager ceux-mêmes qui sont les vampires même du système. Toujours on les ménage. Ce monsieur-là, après tous les dégâts qu'il a causés à notre pays, avec son frère aussi, son frère jumeau, là, les deux haineux là, qui sont en train d'empoisonner la nation, le pays. Et ces gens-là, ils sont reçus comme des rois. Mais que voulez-vous que ceux-là, dans leur esprit, dans leur tête, ils pensent? Ils ont droit de vie et de mort sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des descendants, nous sommes des objets de la société, nous sommes les objets de leur convoitise. Voilà. Alors qu'on vaut mieux que ça. Parce qu'ils sont dans un triangle où nous sommes la base. C'est nous qui faisons la base. C'est les individus, même tu les prends comme ça en tant qu'individus, ils ne valent plus rien. Mais ils sont passés dans l'art de manipuler les gens, dans l'art de tromper les gens, dans l'art du fétichisme, dans l'art de l'idolâtrie, comme l'autre minable aussi, le chien errant qui rase les murs à travers les frontières. Des gens comme ça qui sont vraiment des êtres vraiment minables, lamentables, qui aujourd'hui imposent leur façon de voir aux populations et que nous acceptons cela, même si nous critiquons, même si nous parlons, on n'est pas écouté. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire de ces prochaines décennies-là, nous devons, cette Côte d'Ivoire-là, le président a un devoir de nettoyer cette bande-là. On a besoin de fraîcheur, on a besoin que tout ça là, on a besoin vraiment que tout soit balayé. Donc, mon grand homme, vraiment, souvent, moi, vraiment, l'arrivée de Mabri, je le prends très mal. On peut me taxer des radicales, on peut me taxer des Dieu, mais c'est des gens qui n'ont aucune, je ne sais pas comment le mot m'échappe, ils n'ont aucune, je ne sais pas moi, empathie. Ils n'ont aucun amour véritable pour la population. C'est des gens qui sont venus en politique pour s'enrichir. Ils sont venus en politique pour jouir des effets du pouvoir. Ils ne sont pas venus en politique pour chercher à se préoccuper du bien-être des populations. Le seul distingué, le gabarit hors norme, c'est notre guide suprême qui a cette
cette conscience-là en lui de ça. Malgré-toi que en 2020, pendant la Covid, il a pris par devers lui l'argent qui avait été alloué pour créer les conditions sanitaires. Est-ce que des gens comme ça encore, on doit même, ils ont quel crédit devant les populations? Quelqu'un même qui ne vaut même pas, même dans sa région, et notre maman Anne Gouloto même est encore mieux vu que lui. Bon, des gens comme ça. Lui, donnons-lui un bon plat de vipères et puis le problème est réglé pour lui. Mais comment est-ce que des gens comme ça, on peut encore les recevoir, je sais pas, leur faire la cour pour qu'ils adhèrent au RHDP. Mais non. Moi, je suis désolé, mais c'est pas cette. Moi, je n'attends pas ça de notre président. Envoyons les cadres vers les populations. Envoyons les cadres vers ceux qui ont payé le prix du sang pour qu'aujourd'hui, ce grand homme-là soit au pouvoir. C'est ça. Les pauvres qui sont dans des conditions qui sont misérables. Mais ce n'est pas des gens qui ont déjà réglé le sort de leurs enfants, qui ont déjà eux-mêmes réglé leur sort à travers les détournements, à travers le chantage, hein, à travers la soif de sang de nos paysans. Hein. Des gens comme les Bédiers, des Babos, mais c'est des gens finis, ils sont, comme j'ai dit, ils sont au crépuscule de leur vie. Oh, mon grand homme, vraiment, désolé d'avoir été un peu long, mais vraiment, il fallait quand même que je dise cela, parce que je parle vraiment avec mes tripes, je parle avec vraiment cette rage-là qui est en moi, de savoir que nous n'avons pas fait des grandes études, mais il y a des choses simples. Peut-être que nous ne sommes pas à leur place, peut-être que pour nous c'est simple, peut-être pour eux c'est compliqué. Moi, je peux leur donner vraiment ce crédit-là, mais j'estime qu'il faut qu'on arrête un peu de se moquer de nous. Faisons la promotion des jeunes, faisons la promotion des jeunes du parti, faisons la promotion des personnes qui ont cette sincérité-là. Comment moi, je n'arrive pas encore à comprendre, hein. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis un peu pas bien dans la tête. Comment toi tu peux être là? Toi on ne te reçoit pas. Et puis, c'est des mabris, toi, que des tueurs, donc des assassins, comme ça, qu'on reçoit, et on les oblige même à revenir au pouvoir. Et le travail que toi tu fais là, sur comment il s'appelle, sur la plateforme, avec tous nos Mao, tous nos Chao, est-ce que nous, on ne mériterait pas vraiment cette reconnaissance-là? En moins de 2 ans, regarde comment le travail a été fait. Aucune plateforme n'a fait un travail intellectuel. Il n'a fait un travail vraiment de restauration de la dignité de notre cher père. De la dignité. C'est-à-dire montrer que ce monsieur-là, il se saigne à blanc pour son pays. Montrer vraiment son patriotisme. Montrer son amour pour l'être humain en général et pour l'Ivoirien en particulier. Son pardon lorsque sa mère a été déterrée. Mais regarde comment est-ce qu'on peut faire un travail comme ça. Et c'est des vilaines âmes comme les Mabri Touakus, les Babos à qui on verse des rentes viagères, des bédiers qui sont là, des vieilles canailles comme ça, qui sont en train de foutre la merde dans le pays, en train de propager leur haine pianteur dans le pays. C'est à ces gens-là, on roule des gens même qui sont, même quand ils le voient, même disant que c'est des cadavres ambulants, à ces gens-là, on déroule le tapis rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais malgré ça, nous sommes là. On ne demande aucun penny à personne. Parce qu'on est sincère dans notre amour pour ce vieux-là. Mais parfois, on a aussi le ras-le-bol et on ne peut pas se taire sur ça. Il faut qu'on le dise. Trop, c'est trop. Malgré toi, que ce n'est pas mieux qu'aucun élève de la classe. Mais pourquoi? On ne demande pas à être reçu, mais quand même, il faut quand même que cette dignité-là, on nous la reconnaisse. Parce que ce qu'on fait, je le dis en toute modestie, ce qu'on fait, c'est énorme. Même les cadres qui sont autour, les cadres qui sont autour du vieux, le travail même rien que toi.
Est-ce que ça, c'est normal? Mon grand-père, vraiment, je suis désolé. Je vais te laisser si tu as quelque chose à dire. Ok. Vraiment, merci beaucoup, Yann, pour tout ce que tu as dit. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et si tu as remarqué, j'ai bien défini les objectifs politiques que le parti veut atteindre avec le retour de Mabri. Mais j'ai aussi parlé en disant comme ça les points faibles de ce retour-là. Et tu n'es venu que pour renforcer davantage, pour le montrer. C'est une très bonne chose. Et tu n'es pas anormal. Tout ce que tu as dit, c'est totalement correct. Parce que voyez-vous, je reviens toujours sur ce que je dis. Quelqu'un qui est un traître demeurera toujours un traître. Et prenons les choses autrement. Est-ce que Mabri ne vient pas aujourd'hui parce que, ayant fait la confrontation physique et ayant échoué, il va jouer les agneaux pour venir être celui qui va nous former l'opposition? Parce que c'est vrai que le président Ouattara et le parti ont leur plan. Mais Mabri aussi peut avoir un plan caché qui ne le dira jamais. Surtout quand on sait qu'un traître, quelqu'un qui est variant, quelqu'un qui change à chaque fois, ça c'est la marque même des traîtres. Le manque de fidélité. Et donc dans le manque de fidélité, ne soyez pas surpris que Mabri devienne le Chris Yapi qu'on a eu du mal à combattre pour pouvoir extirper de nos rangs. Malheureusement. Mais si on va plus loin, ce que tu as dit c'est totalement vrai. La prime qu'on accorde aux politiciens, avec tous les avantages qu'on leur donne, Yann, c'est très triste. Parce que quand on voit des gens qui bénéficient de la rente viagère, comme vous l'avez dit, qui bénéficient des deniers publics, alors que c'est eux, ces personnes-là. Mabri a volé 5 milliards des étudiants. On ne lui a jamais demandé de payer ces sommes-là. Il a pris la somme de milliers d'étudiants pour financer les études de sa fille à Londres. Et quand on lui a demandé, il a raconté des histoires à dormir debout. Et c'est des choses, les gens pensent qu'on oublie. Mais on n'oublie pas. Je vous ai parlé du prolétariat. Vous allez me dire, ah, ça c'est trop loin. Mais je vais vous expliquer pourquoi Hitler est devenu Hitler. Je vais expliquer un peu aussi. Merci. Mais voyez-vous, quand aujourd'hui, les Bédier, les Laurent Gbagbo, les choses, on leur donne une prime à vie parce qu'ils ont été, durant leur gestion, ceux qui ont volé les deniers publics, ceux qui ont martyrisé le peuple, ceux qui ont tué le peuple, ceux qui ont même empoisonné les mentalités de nos peuples, ceux qui ont remis le pays à terre. Quand on vient encore à demander à nos pauvres populations de soutenir ces personnes à vie avec des salaires 1000 fois plus élevés que celui de quelqu'un qui travaille régulièrement, est-ce que réellement il n'y a pas une contradiction entre la volonté de vouloir combattre la corruption et cette corruption légale que l'État même s'est octroyée? Moi je le dis, les grâces et les avantages que ces personnes indignes et qui ne méritent pas du tout ces traitements-là, c'est pire même que la corruption. Et si l'État voulait véritablement créer un État de stabilité, il faut d'abord combattre ces injustes en les combattant financièrement. C'est parce qu'on leur fait trop d'avantages que ces gens-là ont fini par croire que c'est eux qui doivent décider du bien-être des Ivoiriens et du destin même de notre pays. Et c'est très triste. On se disait qu'avec le grand maître, on aurait pu mettre une fin à tout ça. Mais malheureusement, c'est ce que nous disons toujours sur les questions de justice. Le rendez-vous n'est pas encore là. Mais comme je le disais, je vous ai parlé du prolétariat. D'autres ne vont pas comprendre ça. Mais j'ai expliqué. Vous avez entendu parler de Hitler. Et dans la conscience collective, quand on parle de Hitler, les gens disent qu'il était mauvais. Ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Mais en même temps, quelqu'un n'est pas mauvais. Je ne justifie pas Hitler. Mais je suis en train de dire qu'est-ce qui a rendu Hitler mauvais. C'est ce que je suis en train d'expliquer. L'une des raisons qui a rendu Hitler mauvais, c'est qu'il a passé dans l'armée. Il a vu la corruption de la chaîne dirigeante. Il a vu comment les politiciens corrompaient, perturbaient l'ordre social et moral de leur société. Ceux qui ne devraient rien mériter, c'est eux qui avaient tout. Ça l'a beaucoup marqué. Et donc, je crois bien que c'est le 30 janvier 1933 qu'il prend le pouvoir. Mais quand il prend le pouvoir, c'est que toutes les personnes qui n'aimaient pas ce temps, cette manière de faire les choses-là, vont se mettre de son côté et vont trouver en lui l'occasion de se venger contre toutes ces injustices du passé. Est-ce que tu me comprends très bien? Très bien. Et donc,
Je ne dis pas que nous sommes similaires à ce peuple-là et que nous voulons un Hitler. Mais c'est que les idéalistes et les gens qui veulent une société véritablement juste, quand ils retrouvent quelqu'un qui utilise leur langage et qui fait le travail qu'ils veulent, ils s'alignent derrière la personne. Et aujourd'hui, par exemple, ce que tu es en train de dire et la position que nous défendons ici, moi aujourd'hui, je retrouve quelqu'un qui peut liquider physiquement tous ces politiciens malhonnêtes, quel que soit leur camp, je soutiendrai la personne. Ce que je vais dire là, si aujourd'hui on trouve un vrai garçon qui dit qu'il n'y aura plus de corruption en Côte d'Ivoire, on commence par les politiciens, on va les liquider. Si tu n'as pas pu rembourser nos sommes, tu passes au tombeau. Moi en tout cas, je vais supporter cette personne. Et c'est comme ça que Hitler a connu un environnement favorable pour venir au pouvoir. Le 30 janvier 1933. Donc si nos politiciens pensent que leur magouille, ils peuvent faire, et que eux, là, ils ont une garantie divine, ils se trompent. L'histoire de l'humanité, c'est au moment où tu t'attends le moins là, qu'il y a un changement qui intervient. Mais le jour que vous allez tomber sur quelqu'un qui veut réellement appliquer ce qu'il doit appliquer, en tout cas 99% de nos politiciens ne vont pas vivre. Parce que le mal que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de désorganiser le système social. Et ça va bloquer, ça va créer un blocage dans l'évolution même de notre société à un certain moment. Où les plus faibles, on leur demande de travailler plus pour donner plus d'argent aux plus rassasiés. Mais de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Une société où on tue des gens, on n'a même pas encore enterré. Le régime en place nous dit non, on a trop honte de pouvoir parler de ça, mais il faut plutôt encourager celui qui a tué à revenir. C'est leur choix politique. Mais moi, j'ai dit que c'est sans Mabry Touakeus qu'on a gagné le pouvoir. Et on lui a prouvé que sa présence comme son absence était inutile. Et il ne faudrait pas qu'on fourvoie le combat de nos militants. Il ne faudrait pas qu'on oublie la souffrance de nos militants. Parce que dans un parti, on n'oblige pas quelqu'un à être militant d'un parti. Mais quand quelqu'un dit qu'il vous aime, quand quelqu'un dit qu'il vous a donné votre voix, quand quelqu'un dit qu'il vous soutient, trouvez en vous-même les moyens de pouvoir respecter cette personne. Est-ce que c'est injuste aujourd'hui qu'on demande justice? Est-ce que c'est honteux que les militants qui ont été tués, on puisse les honorer dans leur dignité humaine en leur rendant justice? Est-ce que c'est une honte pour le régime en place de chercher à rééquilibrer les faits de l'histoire puisque les protagonistes sont encore vivants? Pourquoi Laurent Gbagbo s'est-il agrippé pour essayer de stigmatiser les gens du Nord, les sous-humaniser dans le combat politique? Pourquoi Bédier a empêché Alassane Ouattara d'être candidat? Pourquoi la mère d'Alassane Ouattara a été déterrée? Une société qui ne pardonne même pas aux morts peut-elle pardonner aux vivants? Pourquoi il y a eu la rébellion? Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et s'il y a trop de pourquoi qui sont enterrés, sachez qu'un jour ça va amener quelque chose qui sera une réponse très fatidique, mais très radicale. Et ce n'est pas fait, malheureusement, pour aider les Ivoiriens, parce que ça va détruire beaucoup d'âmes innocentes. Mais nous parlons. Et sur le sujet de la justice, il m'est fort probable que nous ne soyons pas compris. Il n'y a pas de problème. Mais chers dirigeants actuels, si vous voulez écouter, si vous voulez n'écoutez pas, mais vous, contrairement aux deux autres régimes du passé, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous a pas dit. Vous pouvez estimer aujourd'hui que vous êtes plus intelligent ou que vous savez trop de choses. Ça ne regarde que vous. Mais ce que nous on vous dit là, ce message-là, même 90% des Ivoiriens partagent ce message. Mais comme ça ne vous arrange pas, vous préférez faire le copinage avec les criminels au sommet. Mais sachez aussi que celui qui favorise le crime en pardonnant un criminel devient aussi un criminel lui-même. Ça, c'est très important. Mais la chose la plus importante que j'allais dire, c'est qu'un jour peut arriver, s'il y a un changement de l'histoire, vous risquez de payer au même titre que ces criminels-là. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Et donc, vous, contrairement à deux autres régimes, vos propres militants vous ont suffisamment averti.
Mais ce que vous ne savez pas, et ce que vous ne voulez pas savoir, parce que vous ne voulez pas accepter cette réalité, quand vous allez quitter, quand le régime RHDP va finir, la justice que vous avez eu honte pour faire pour tous les Ivoiriens, la justice que vous avez eu honte de faire pour la mémoire de la Côte d'Ivoire, ceux qui vont venir là, ils ne vont pas hésiter à la faire selon leurs règles. Et ils vont vous la faire propre. Et vous allez savoir que quand on dirige, il faut diriger dans tous les segments. C'est ça qui est important. Et c'est ce que j'allais dire, Yann. Merci mon grand-oncle, merci beaucoup. Le but de tout ce que moi que j'ai dit et que ce que tu as brillamment clarifié, je pense que c'est le but de notre objectif, c'est la paix, c'est l'amour de l'être humain, c'est la paix et c'est surtout de respecter la dignité de tout un chacun. C'est-à-dire que si toi tu es fier de ta dignité, comprend aussi à travers l'autre que lui aussi est fier de sa dignité. Mais lorsque certaines personnes sont niées, on nie leur dignité en fonction de leurs origines ou en fonction de leur position géographique, je pense que, et ça se fait sous le règne de notre grand-maître, c'est inadmissible, c'est inadmissible. On ne peut pas empêcher quelqu'un de sortir ses bêtises, mais au moins le mettre face à ses responsabilités lorsqu'il se permet de sortir des imbécilités. Excusez-moi du terme, mais je pense quand même que ça, c'est la moindre des choses. Mais comment notre grand-maître qui a été combattu, qui a été injurié, qui a été humilié, pendant qu'il était dans l'opposition, ces personnes vraiment d'une autre époque se permettent encore de tenir ce genre de propos. Et puis ceux-là, on les appelle, on leur donne soi-disant des rentes viagères, soi-disant leur rappel par rapport à leur fonction. Et ça roule jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils reviennent dans leur chemin, leur ancien chemin. C'est-à-dire, comme tu l'expliques brillamment, commencer parce qu'ils ne peuvent rien nous proposer de nouveau, ils peuvent rien. Mais je ne comprends pas des gens, des socialistes, mon grand-oncle, des socialistes qui ne sont pas capables de faire une politique ou d'avoir une opposition saine où il y a des failles dans le système de gouvernance libérale. Moi, ça, j'en parlerai pas parce que je suis un fan du président. Et voilà, pas que les gens se méprennent, on critique parce qu'on aime le monsieur, on n'est pas des supporters des autres attardés là qui supportent les yeux faits aveuglement. Mais c'est parce qu'on aime le monsieur, on aime notre papa adoré, qu'on se permet de critiquer vivement. On fait en même temps les supporters et les opposants au sein même de notre parti. Mais comment c'est une parenthèse, comment vous êtes des socialistes, vous n'êtes même pas capable de voir les failles de cette gouvernance. Bon, enfin, bref, ça, c'est comme ça, ils sont comme ça. Je pense que, bon, mon grand-oncle, je pense que en tout cas, j'ai essayé de donner ma part de vérité aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, je remercie toute la classe. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne vraiment la bonne compréhension pour qu'on puisse permettre, pour que cela puisse vraiment permettre de faire bouger les lignes pour le bien de nos populations et puis pour le bien de l'humanité. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, mon grand-oncle. Merci beaucoup, Yann. Et je te souhaite une excellente soirée et toute la famille. Et vraiment, merci beaucoup. Merci, mon grand-oncle. Merci à toute la classe et puis je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.